Avez-vous déjà ouvert les yeux au petit matin avec l'impression étrange d'avoir vécu une seconde vie pendant la nuit? Une vie où les lois de la physique n'existent plus, où vous pouviez voler au-dessus de votre ville, converser avec des personnes disparues depuis longtemps, où vous retrouvez soudainement dans un examen pour lequel vous n'avez jamais étudié. Cette sensation vertigineuse, cette certitude d'avoir voyagé ailleurs pendant que votre corps restait immobile sous les draps, c'est l'expérience universelle du rêve. Et pourtant, malgré le fait que nous passons environ 6 années entières de notre vie à rêver, le monde des songes demeure l'un des territoires les plus mystérieux et fascinants que la science moderne s'efforce encore de cartographier. Imaginez un instant la scène. Il est 3 heures du matin. Vous reposez dans votre lit, apparemment paisible. Votre respiration est régulière, vos muscles complètement relâchés. Mais à l'intérieur de votre crâne, derrière vos paupières closes, se déroule un spectacle d'une intensité extraordinaire. Votre cerveau, loin de se reposer, s'active avec une vigueur presque équivalente à celle de l'éveil. Des milliards de neurones s'allument et s'éteignent dans une chorégraphie électrochimique complexe, tissant des récits impossibles, mélangeant vos souvenirs d'hier avec vos craintes de demain, transformant l'ordinaire en extraordinaire. Ce soir, nous allons plonger ensemble dans les profondeurs de cette nuit intérieure, explorer les couloirs mystérieux de notre conscience endormie et découvrir ce que la science nous révèle aujourd'hui sur cette activité aussi étrange qu'essentielle, le rêve. Pendant des millénaires, l'humanité s'est interrogée sur la nature des rêves. Les Babyloniens y voyaient des messages divins, les Égyptiens anciens construisaient des temples dédiés à l'interprétation des songes, considérant ces visions nocturnes comme des portails vers le monde des dieux. Les Grecs de l'Antiquité croyaient que Onéros, le dieu des rêves, visitait les mortels endormis pour leur transmettre des prophéties. Au XIXe siècle, Freud a révolutionné notre compréhension en proposant que les rêves n'étaient pas des messages venus d'ailleurs, mais plutôt des fenêtres sur notre inconscient, des accomplissements déguisés de désirs refoulés. Mais c'est véritablement au cours des dernières décennies que la science, armée de technologies sophistiquées capables d'observer le cerveau en action, a commencé à percer les secrets véritables de ce phénomène nocturne. Alors que nous nous apprêtons à explorer ce territoire fascinant, préparez-vous à découvrir comment votre cerveau orchestre chaque nuit un ballet neuronal d'une complexité stupéfiante. Nous allons comprendre pourquoi nous rêvons, ce qui se passe réellement dans notre cerveau pendant ces voyages oniriques, et comment ces expériences apparemment absurdes jouent en réalité un rôle crucial dans notre santé mentale, notre apprentissage et notre équilibre émotionnel. Installez-vous confortablement, laissez les tensions de la journée s'évaporer et préparez-vous à voir le sommeil et les rêves sous un jour totalement nouveau. Commençons notre voyage en nous demandant une question fondamentale: qu'est-ce que le sommeil exactement? Cette interrogation peut sembler triviale au premier abord. Après tout, dormir est l'une des activités les plus naturelles et universelles du vivant. Pourtant, décrire précisément ce qui se passe lorsque nous basculons du monde de l'éveil à celui du sommeil relève d'une complexité scientifique considérable. Le sommeil n'est pas simplement une absence d'éveil, un interrupteur que l'on éteint pour plonger dans le néant. Il s'agit plutôt d'un état actif, hautement organisé,
au cours duquel notre cerveau traverse différentes phases, chacune caractérisée par des patterns d'activité neuronale spécifiques et des fonctions biologiques précises. Quand vous fermez les yeux le soir et que vous commencez à sombrer dans le sommeil, votre cerveau entame un cycle qui se répétera 4 à 5 fois au cours de la nuit, chaque cycle durant environ 90 à 120 minutes. Ce cycle n'est pas monolithique, il se compose de plusieurs étapes distinctes que les scientifiques ont méticuleusement cartographiées grâce à l'électroencéphalographie. Cette technique qui mesure l'activité électrique du cerveau à travers des électrodes placées sur le cuir chevelu. Les chercheurs distinguent principalement deux grandes catégories de sommeil. Le sommeil NREM, pour Non-Rapid Eye Movement, soit le sommeil sans mouvements oculaires rapides, et le sommeil REM, Rapid Eye Movement, le sommeil avec mouvements oculaires rapides. C'est dans cette dernière phase que se déroulent les rêves les plus vivaces, les plus colorés, les plus narratifs dont nous nous souvenons au réveil. La phase NREM elle-même se subdivise en 3 stades progressifs. Le premier stade, celui de l'endormissement, ne dure généralement que quelques minutes. C'est cette zone crépusculaire où vous n'êtes ni tout à fait éveillé, ni vraiment endormi, où les bruits extérieurs parviennent encore vaguement à votre conscience, où votre corps commence à se détendre, mais où un sursaut peut encore vous ramener brusquement à la vigilance. Sur un électroencéphalogramme, les ondes cérébrales commencent à ralentir, passant des ondes alpha rapides de la relaxation éveillée aux ondes θ plus lentes qui caractérisent cet état de transition. Certaines personnes expérimentent pendant cette phase ce qu'on appelle des secousses hypnagogiques, ces sursauts musculaires soudains accompagnés parfois de la sensation de tomber dans le vide. Les scientifiques pensent que ces secousses résultent d'une confusion neurologique temporaire, un moment où le système nerveux, en train de passer du mode actif au mode repos, envoie des signaux contradictoires aux muscles. Puis vient le deuxième stade du sommeil NREM, le sommeil léger, qui constitue en fait la majeure partie de notre nuit, représentant environ 45 à 55% du temps de sommeil total chez l'adulte. Durant cette phase, votre rythme cardiaque ralentit, votre température corporelle diminue légèrement et votre cerveau produit des patterns d'ondes caractéristiques, appelés fuseaux de sommeil et complexes K. Ces fuseaux, qui apparaissent comme de brèves salves d'activité rapide sur l'électroencéphalogramme, ne sont pas de simples curiosités techniques. Les recherches récentes suggèrent qu'ils jouent un rôle crucial dans la consolidation de la mémoire, aidant à transférer les informations de l'hippocampe, cette structure cérébrale essentielle à la formation des nouveaux souvenirs, vers le cortex cérébral pour un stockage à long terme. Plus fascinante encore, la fréquence et la qualité de ces fuseaux semblent corrélées à nos capacités d'apprentissage et à notre intelligence fluide, cette aptitude à résoudre des problèmes nouveaux. Le troisième stade, NREM, nous plonge dans le sommeil profond, aussi appelé sommeil lent profond, en raison des ondes delta très lentes et amples qui dominent alors l'activité cérébrale. C'est le sommeil le plus réparateur, celui dont vous avez désespérément besoin après une nuit blanche ou une période d'intense fatigue. Durant cette phase, qui prédomine surtout au début de la nuit, votre corps sécrète l'hormone de croissance, répare les tissus endommagés, renforce le système immunitaire. Réveiller quelqu'un en plein sommeil profond s'avère particulièrement difficile. La personne sortie brutalement de cet état se sentira désorientée, confuse, plongée dans ce qu'on appelle l'inertie du sommeil, cet état de brouillard mental qui peut persister plusieurs minutes. Contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, le sommeil profond n'est pas totalement dépourvu d'activité mentale. Des expériences oniriques peuvent s'y produire, mais elles diffèrent profondément des rêves du sommeil paradoxal, moins narratives, plus fragmentaires, souvent constituées d'impressions vagues, de sensations plutôt que de scénarios élaborés.
Après avoir traversé ces 3 stades de sommeil NREM, votre cerveau ne continue pas simplement de plonger plus profondément dans l'inconscience. Au contraire, il remonte progressivement vers un état d'activité cérébrale intense, le sommeil paradoxal, aussi appelé sommeil REM. C'est Michel Jouvet, neurobiologiste français, et Eugène Azerinsky et Nathaniel Kleitman aux États-Unis qui, dans les années 50, ont découvert cette phase extraordinaire du sommeil. Ils l'ont nommée paradoxale, précisément parce qu'elle défie toute logique apparente. Votre cerveau affiche une activité électrique presque identique à celle de l'éveil. Votre consommation d'oxygène cérébral augmente, votre rythme cardiaque et respiratoire deviennent irréguliers, et pourtant, vous êtes profondément endormi, plongé dans un état de paralysie musculaire quasi totale, à l'exception des muscles respiratoires et des yeux qui s'agitent frénétiquement derrière vos paupières closes. Le premier épisode de sommeil paradoxal survient généralement environ 90 minutes après l'endormissement et ne dure qu'une dizaine de minutes. Mais au fil de la nuit, ces périodes s'allongent progressivement. Le dernier cycle de sommeil paradoxal, celui qui se déroule juste avant le réveil naturel du matin, peut durer jusqu'à 1 heure. C'est durant ces phases que se déploient les rêves les plus élaborés, les plus bizarres, les plus émotionnellement intenses. Si vous réveillez quelqu'un en plein sommeil paradoxal, il y a 80 à 90% de chances qu'il vous rapporte un rêve riche en détails, en couleurs, en personnages et en péripéties. Et c'est précisément dans cet état paradoxal que réside l'une des grandes énigmes scientifiques de notre époque. Pourquoi diable notre cerveau consacre-t-il tant d'énergie et de temps à produire ces histoires étranges qui défient la logique et la réalité? Pour comprendre ce qui se passe dans notre cerveau pendant ces voyages oniriques, il faut d'abord se pencher sur les acteurs moléculaires de cette pièce nocturne, les neurotransmetteurs. Ces molécules chimiques que les neurones utilisent pour communiquer entre eux orchestre littéralement les transitions entre l'éveil, le sommeil NREM et le sommeil REM. Pendant l'éveil, plusieurs neurotransmetteurs maintiennent votre cerveau dans un état d'alerte active. La noradrénaline, produite par un petit noyau de neurones situé dans le tronc cérébral appelé locus coeruleus, stimule l'attention et la vigilance. La sérotonine, synthétisée par les noyaux du raphé, régule l'humeur et contribue à maintenir l'éveil. L'histamine, libérée par l'hypothalamus, nous garde éveillés et alertes. La dopamine, ce neurotransmetteur du plaisir et de la motivation, joue également son rôle dans l'état de veille. Mais quand vient le soir et que l'obscurité s'installe, un autre acteur entre en scène. L'adénosine. Cette molécule s'accumule progressivement dans votre cerveau tout au long de la journée, proportionnellement à votre temps d'éveil et à votre activité neuronale. Elle agit comme un signal de fatigue, une sorte de compte à rebours chimique qui vous pousse progressivement vers le sommeil. Lorsque l'adénosine atteint un certain seuil, elle inhibe les neurones promoteurs de l'éveil et active des circuits neuronaux spécifiques qui favorisent le sommeil, notamment ceux situés dans l'aire préoptique ventrolatéral de l'hypothalamus. Ces neurones du sommeil libèrent alors du GABA, l'acide gamma-aminobutyrique, le principal neurotransmetteur inhibiteur du cerveau, qui ralentit l'activité neuronale générale et vous fait basculer dans le sommeil NREM. Fait intéressant, c'est précisément sur ce système que la caféine exerce son action stimulante. La molécule de caféine possède une structure chimique similaire à celle de l'adénosine. Lorsque vous buvez votre café du matin, la caféine se fixe sur les récepteurs de l'adénosine, les bloquant
et empêchant ainsi l'adénosine naturelle d'exercer son effet soporifique. C'est pourquoi le café vous tient éveillé. Il ne vous donne pas véritablement de l'énergie, il masque simplement le signal de fatigue que votre cerveau tente d'envoyer. Pendant le sommeil NREM, les niveaux de noradrénaline, de sérotonine et d'histamine chutent drastiquement. Votre cerveau entre dans une sorte de mode maintenance, se concentrant sur des processus de réparation et de consolidation. Mais lorsque survient le sommeil paradoxal, la situation change radicalement. Un autre neurotransmetteur prend le devant de la scène, l'acétylcholine. Ce messager chimique, synthétisé notamment par des neurones du tegmentum pontique situé dans le tronc cérébral, voit sa concentration augmenter considérablement pendant le sommeil NREM, atteignant des niveaux comparables, voire supérieurs à ceux de l'éveil. L'acétylcholine active intensément le cortex cérébral, le thalamus et l'hippocampe, créant cette tempête neuronale caractéristique du rêve. Simultanément, et c'est un point crucial, les neurones qui produisent la noradrénaline et la sérotonine deviennent quasiment silencieux pendant le sommeil paradoxal. Cette absence de sérotonine et de noradrénaline a des conséquences profondes sur la nature de nos rêves. Ces deux neurotransmetteurs jouent normalement un rôle essentiel dans la pensée logique, rationnelle, séquentielle. Leur disparition temporaire explique pourquoi nos rêves sont si souvent incohérents, illogiques, caractérisés par des impossibilités physiques que nous acceptons sans broncher. Dans le rêve, vous pouvez vous transformer en oiseau et personne ne trouve cela étrange, y compris vous-même. Vous pouvez être simultanément dans votre maison d'enfance et votre bureau actuel sans que la contradiction vous dérange. Cette logique onirique particulière, ce qu'on pourrait appeler la pensée primaire, émerge directement de cette chimie cérébrale modifiée. Le rôle de la dopamine dans les rêves s'avère également fascinant. Contrairement à la sérotonine et à la noradrénaline, la dopamine reste présente et même augmente dans certaines régions cérébrales pendant le sommeil paradoxal, particulièrement dans le système mésolimbique, ce circuit de récompense qui traite le plaisir, la motivation et les émotions intenses. Cette présence de dopamine pourrait expliquer l'intensité émotionnelle de nombreux rêves, leur caractère parfois hallucinatoire et peut-être même leur contenu souvent chargé de désir, qu'ils soient réalisés dans le rêve ou frustrés. Des recherches ont établi des parallèles intrigants entre certains aspects de l'expérience onirique et les symptômes de conditions psychiatriques comme la schizophrénie, où le système dopaminergique est hyperactif. Les hallucinations visuelles, les fausses reconnaissances, les pensées désorganisées caractéristiques de certains états psychotiques ressemblent par bien des aspects au fonctionnement normal du cerveau rêvant. Mais les neurotransmetteurs ne travaillent pas seuls. Ils interagissent avec des structures cérébrales spécifiques, créant une architecture neuronale complexe du rêve. Pendant le sommeil paradoxal, certaines régions du cerveau s'allument, tandis que d'autres s'éteignent, créant un pattern d'activité très particulier. L'hippocampe, cette structure en forme de cheval marin, nichée profondément dans le lobe temporal, s'active intensément. L'hippocampe joue un rôle central dans la formation et le rappel des souvenirs autobiographiques, ces souvenirs d'événements spécifiques de votre vie. Son activation pendant le sommeil paradoxal explique pourquoi nos rêves incorporent si souvent des fragments de nos expériences passées, mélangeant des souvenirs récents avec des éléments plus anciens dans des combinaisons nouvelles et souvent surprenantes. L'amygdale,
Ce petit noyau en forme d'amande impliqué dans le traitement des émotions, particulièrement la peur et l'anxiété, montre également une activité accrue pendant le sommeil REM. Cette hyperactivation de l'amygdale pourrait expliquer la forte coloration émotionnelle de nombreux rêves et la prédominance des émotions négatives dans le contenu onirique. Contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, la recherche scientifique montre que les rêves agréables, où nous nous sentons heureux, joyeux, détendus, sont en réalité minoritaires. Les études de contenu onirique révèlent qu'environ 2/3 des rêves comportent des émotions négatives, anxiété, peur, colère, tristesse, frustration. Cette prépondérance du négatif dans nos paysages oniriques n'est probablement pas accidentelle, et nous y reviendrons lorsque nous explorerons les fonctions potentielles du rêve. En parallèle, le cortex préfrontal, cette région à l'avant du cerveau qui sous-tend notre pensée rationnelle, notre jugement, notre capacité à planifier et à évaluer nos actions, montre une activité considérablement réduite pendant le sommeil paradoxal. Le cortex dorsolatéral en particulier, responsable de la pensée logique et du raisonnement abstrait, est presque éteint. Cette désactivation explique l'acceptation sans critique des bizarreries oniriques. Dans un rêve, vous ne vous arrêtez pas pour penser « Attendez, c'est impossible, les morts ne peuvent pas parler, je dois rêver ». Votre capacité de métacognition, cette aptitude à réfléchir sur vos propres pensées et à évaluer la réalité de votre expérience, est temporairement suspendue. Cependant, le cortex cérébral dans son ensemble, et particulièrement les aires visuelles situées à l'arrière du cerveau dans le lobe occipital, ainsi que les régions du cortex temporal impliquées dans la reconnaissance des objets et des visages, montrent une activité robuste. Cette activation explique la richesse visuelle des rêves, leur qualité souvent cinématographique. Même les personnes aveugles de naissance rêvent, bien que leur rêve soit construit à partir d'informations tactiles, auditives et olfactives plutôt que visuelles. Cela démontre que le cerveau rêvant construit des expériences perceptives riches, quelle que soit la modalité sensorielle dominante de la personne. Une découverte particulièrement fascinante concerne la région appelée le précuneus, située dans le lobe pariétal. Cette zone, qui joue un rôle dans la conscience de soi et la construction de la perspective à la première personne, reste active pendant les rêves. C'est probablement ce qui explique pourquoi, dans la plupart de nos rêves, nous avons un point de vue subjectif. Nous vivons le rêve de l'intérieur, en tant qu'acteur plutôt que spectateur. Les rêves où nous nous observons de l'extérieur, en troisième personne, existent, mais sont beaucoup plus rares et semblent impliquer des patterns d'activation cérébrale différents. Cette cartographie neuronale du rêve nous mène à une question fondamentale. Pourquoi rêvons-nous ? Cette interrogation hante les scientifiques, les philosophes et les artistes depuis des temps immémoriaux. Si le rêve était simplement un épiphénomène, un sous-produit aléatoire et inutile de l'activité cérébrale nocturne, pourquoi la sélection naturelle l'aurait-elle conservé et perfectionné au cours de millions d'années d'évolution ? Le sommeil paradoxal apparaît chez pratiquement tous les mammifères et même chez les oiseaux, ce qui suggère qu'il remplit une fonction importante pour la survie et l'adaptation. Plusieurs théories, pas nécessairement mutuellement exclusives, ont été proposées pour expliquer la fonction biologique du rêve. La théorie probablement la plus ancienne scientifiquement est celle de la consolidation de la mémoire. Selon cette perspective, le rêve jouerait un rôle crucial dans le tri, le traitement et le stockage des informations acquises pendant la journée. Pendant que vous dormez, votre cerveau réactive les circuits neuronaux qui ont été engagés durant l'apprentissage en état d'éveil.
L'hippocampe, qui a temporairement stocké les nouvelles expériences, les rejoue en quelque sorte au cortex cérébral, permettant à ces informations de s'intégrer progressivement dans vos connaissances à long terme. Ce processus de consolidation mnésique se déroule principalement pendant le sommeil NREM profond pour les souvenirs factuels et déclaratifs, mais le sommeil paradoxal semble jouer un rôle particulier dans la consolidation des apprentissages procéduraux et émotionnels. Des expériences élégantes ont démontré ce lien entre rêve et mémoire. Dans une étude célèbre menée par Robert Stickgold et ses collègues à Harvard, des participants ont appris à naviguer dans un labyrinthe virtuel avant de faire une sieste. Ceux qui sont entrés en sommeil paradoxal et ont rêvé du labyrinthe ont montré des améliorations significativement plus importantes dans la tâche après le réveil que ceux qui n'ont pas rêvé du labyrinthe ou qui n'ont pas atteint le sommeil paradoxal. Plus fascinant encore, les rêves ne reproduisaient pas simplement l'expérience du labyrinthe telle qu'elle. Ils en incorporent des éléments transformés, combinés avec d'autres souvenirs. Un participant a rêvé de grottes de chauves-souris qu'il avait visitées dans son enfance, établissant une connexion entre cette ancienne mémoire et la nouvelle tâche de navigation. Cette transformation créative des souvenirs pendant le rêve suggère que le cerveau ne se contente pas de rejouer passivement les événements, mais les réorganise activement, établit de nouvelles connexions, extrait des patterns généraux à partir d'expériences spécifiques. Une autre théorie influente, proposée notamment par Rosalind Cartwright et plus récemment développée par Matthew Walker de l'Université de Californie à Berkeley, suggère que les rêves servent principalement à la régulation émotionnelle. Selon cette perspective, le rêve serait une sorte de thérapie nocturne, un espace sécurisé où nous pouvons revivre et retraiter nos expériences émotionnelles de la journée, particulièrement les négatives, dans un contexte neurochimique modifié qui favorise la résolution émotionnelle. Rappelez-vous que pendant le sommeil paradoxal, la noradrénaline, ce neurotransmetteur associé au stress et à l'anxiété, est absente. Matthew Walker propose que cette absence crée un environnement neurochimique unique, où nous pouvons revisiter des souvenirs émotionnellement chargés sans l'empreinte physiologique du stress. En rêvant de situations anxiogènes dans ce contexte dépourvu de noradrénaline, nous désensibiliserions progressivement ces souvenirs en réduisant leur charge émotionnelle négative. Cette théorie trouve un soutien empirique dans plusieurs observations. Les personnes souffrant de troubles de stress post-traumatique présentent souvent des anomalies dans leur sommeil paradoxal et continuent de faire des cauchemars répétitifs du traumatisme, comme si le processus normal de désensibilisation émotionnelle était bloqué ou dysfonctionnel. Des études ont également montré que la privation de sommeil paradoxal, ou même simplement une mauvaise qualité de sommeil, est associée à une régulation émotionnelle moins efficace le lendemain. Les personnes qui dorment mal réagissent de manière plus intense aux stimuli négatifs et ont plus de difficultés à contrôler leurs émotions. À l'inverse, une bonne nuit de sommeil riche en sommeil paradoxal semble agir comme un baume émotionnel, nous permettant de voir les problèmes de la veille avec plus de perspective et de sérénité. Le vieil adage « la nuit porte conseil » trouve ainsi une validation scientifique. Une troisième théorie, particulièrement intrigante, est celle de la simulation de menaces proposée par le neuroscientifique finlandais Antti Revonsu. Selon cette perspective évolutive, les rêves auraient évolué comme un système de simulation neuronale destiné à nous préparer à faire face aux dangers et aux défis de la vie éveillée. En rêvant régulièrement de situations menaçantes, d'agressions, de poursuites, de catastrophes, nous répéterions en quelque sorte des scénarios de survie dans un environnement virtuel sécurisé. Cette répétition mentale améliorerait notre capacité à réagir efficacement face à de véritables menaces.
Revonsu souligne que le contenu des rêves, particulièrement dans les sociétés de chasseurs-cueilleurs qui vivent dans des conditions plus proches de notre environnement ancestral d'adaptation, comporte effectivement une surreprésentation de menaces pertinentes du point de vue évolutionnaire. Animaux dangereux, agressions interpersonnelles, accidents. Cette théorie a été étendue par Katia Valli et ses collègues pour inclure non seulement la simulation de menaces physiques, mais aussi la répétition de scénarios sociaux complexes. Les rêves incorporent fréquemment des interactions sociales, souvent conflictuelles ou problématiques, disputes avec des proches, situations embarrassantes, rejets sociaux. En simulant ces interactions sociales complexes, le cerveau rêvant affinerait nos compétences sociales, nous préparant à naviguer dans le réseau complexe de relations interpersonnelles qui caractérise la vie humaine. Une étude interculturelle menée par Perrine Ruby de l'INSERM à Lyon a d'ailleurs révélé que la fonction émotionnelle et sociale du rêve varie selon les cultures, suggérant que le rêve s'adapte aux défis spécifiques de l'environnement socio-culturel dans lequel nous vivons. Plus récemment, une nouvelle perspective sur la fonction du rêve est émergée des travaux d'Eric Hall de Tufts University. Sa théorie de l'overfitting explique que les rêves pourraient servir à rendre nos réseaux neuronaux plus flexibles et généralisables. En apprentissage automatique, l'overfitting désigne un problème où un système d'intelligence artificielle devient trop spécialisé sur ses données d'entraînement et perd sa capacité à généraliser à de nouvelles situations. Hall propose que le cerveau éveillé court un risque similaire. En rencontrant des patterns répétitifs dans notre vie quotidienne, nos circuits neuronaux pourraient devenir trop rigidement adaptés à ces patterns spécifiques. Les rêves, avec leur caractère étrange, bizarre, leur mélange inhabituel d'éléments familiers dans des contextes nouveaux, introduiraient du bruit dans nos réseaux neuronaux, les empêchant de tomber dans cette surspécialisation. En présentant à notre cerveau des variations bizarres sur des thèmes familiers, les rêves maintiendraient notre flexibilité cognitive, notre capacité à nous adapter à des situations nouvelles et inattendues. Ces différentes théories ne sont pas nécessairement contradictoires. Il est tout à fait possible, et même probable, que les rêves remplissent simultanément plusieurs fonctions. Notre cerveau, produit de millions d'années d'évolution, est un organe remarquablement efficace qui exploite généralement la même structure ou processus pour accomplir de multiples objectifs. Le rêve pourrait ainsi servir à la fois à consolider certains types de mémoire, à réguler nos émotions, à simuler des scénarios pertinents pour notre survie et nos interactions sociales, et à maintenir la flexibilité de nos réseaux neuronaux. Cette multiplicité fonctionnelle expliquerait pourquoi le rêve est si omniprésent dans le règne animal et pourquoi sa suppression entraîne des conséquences si délétères. Parlons justement de ce qui se passe quand on ne rêve pas suffisamment. La privation de sommeil paradoxal, obtenue expérimentalement en réveillant systématiquement des participants chaque fois qu'ils entrent dans cette phase, produit des effets remarquablement négatifs. Les personnes privées de sommeil REM montrent des déficits dans l'apprentissage de nouvelles tâches, particulièrement celles qui impliquent des composantes émotionnelles ou procédurales. Leur régulation émotionnelle se détériore, elles deviennent plus irritables, plus réactives émotionnellement, moins capables de moduler leurs réponses affectives. Leur créativité diminue, leur capacité à avoir des connexions nouvelles entre des idées apparemment disparates s'affaiblit. Et, de manière fascinante, lorsqu'on permet enfin à ces personnes de dormir normalement après une période de privation de sommeil paradoxal, elles montrent ce qu'on appelle un rebond REM. Elles passent un temps anormalement long en sommeil paradoxal,
comme si leur cerveau tentait désespérément de rattraper ce qui a été perdu, suggérant que le rêve répond effectivement à un besoin biologique profond. Cette importance du rêve pour notre fonctionnement psychologique optimal nous amène naturellement à examiner ce qui se passe lorsque les rêves deviennent pathologiques, lorsque nos voyages nocturnes se transforment en territoire de terreur. Les cauchemars, ces rêves à contenu négatif si intenses qu'ils nous réveillent, sont une expérience universelle de l'enfance. Pratiquement tous les enfants font occasionnellement des cauchemars, particulièrement entre 3 et 6 ans, période où l'imagination se développe intensément et où la capacité à distinguer clairement le réel de l'imaginaire est encore en maturation. Ces cauchemars enfantins reflètent souvent les peurs développementales normales, séparation d'avec les parents, monstres, obscurité, bruits effrayants. Chez l'adulte, des cauchemars occasionnels restent parfaitement normaux, surtout dans les périodes de stress intense, d'anxiété ou après des expériences émotionnellement difficiles. Mais quand les cauchemars deviennent fréquents, récurrents, suffisamment perturbants pour interférer avec la qualité du sommeil et le fonctionnement diurne, ils constituent ce qu'on appelle un trouble cauchemardesque. Ce trouble touche environ 2 à 8% de la population générale et se révèle beaucoup plus fréquent chez les personnes souffrant de troubles anxieux, de dépression ou de troubles de stress post-traumatique. Les cauchemars post-traumatiques présentent des caractéristiques particulières. Ils tendent à reproduire fidèlement l'événement traumatique, contrairement aux cauchemars ordinaires qui transforment généralement les éléments de la réalité. Ils se produisent parfois même pendant le sommeil non-REM, pas seulement pendant le sommeil paradoxal, et ils résistent au processus normal de diminution émotionnelle qui devrait se produire avec le temps. Les neurosciences commencent à comprendre pourquoi certains cauchemars deviennent ainsi coincés, incapables de suivre le processus normal de résolution émotionnelle. Des recherches menées à l'Université de Genève par Lampros Perangvros et ses collègues ont identifié les régions cérébrales activées pendant les cauchemars. Ils ont découvert que le cortex cingulaire antérieur et l'insula, 2 régions impliquées dans la détection de menaces et le traitement de la peur, montrent une activité anormalement élevée pendant les cauchemars. Plus intrigante encore, ils ont trouvé que les personnes qui font fréquemment des cauchemars montrent des patterns d'activation cérébrale spécifiques en réponse à des images anxiogènes, même pendant l'éveil, suggérant que le cerveau de ces individus est en quelque sorte câblé pour réagir plus intensément aux stimuli menaçants. Heureusement, la recherche a également développé des interventions efficaces pour les cauchemars chroniques. La thérapie de répétition par imagerie mentale, développée par Barry Krakoff et ses collègues, s'est révélée particulièrement prometteuse. Le principe est élégamment simple. Pendant la journée, en état d'éveil, la personne souffrant de cauchemars récurrents choisit un cauchemar spécifique, en écrit le scénario, puis le réécrit en modifiant l'histoire de manière à la rendre moins menaçante ou à lui donner une résolution positive. Elle répète ensuite mentalement cette nouvelle version plusieurs fois par jour pendant quelques semaines. Cette simple intervention réduit significativement la fréquence et l'intensité des cauchemars chez la majorité des patients. Le mécanisme exact reste débattu, mais il semble que cette répétition mentale diurne influence les circuits neuronaux qui génèrent les rêves nocturnes, créant de nouvelles associations et affaiblissant les patterns de peur rigides qui alimentaient les cauchemars. Il faut distinguer les cauchemars des terreurs nocturnes, un phénomène différent et souvent confondu avec eux. Les terreurs nocturnes surviennent pendant le sommeil lent profond, typiquement dans la première moitié de la nuit. La personne, généralement un enfant,
se réveille brutalement avec un cri de terreur, les yeux grands ouverts, en sueur, le cœur battant à tout rompre, apparemment terrifié, mais inconsolable et désorienté. Étrangement, malgré cette apparence de terreur intense, la personne ne se souvient généralement de rien le lendemain matin, ou tout au plus de vagues impressions de danger sans contenu narratif précis. Les terreurs nocturnes représentent ce qu'on appelle un éveil incomplet. Certaines parties du cerveau, notamment celles qui contrôlent les mouvements et les émotions, se sont réveillées, mais le cortex préfrontal et les zones responsables de la conscience et de la mémoire restent endormis. La personne est ainsi coincée dans un état hybride entre veille et sommeil, d'où la confusion et l'impossibilité de se souvenir de l'épisode. Ce phénomène d'éveil partiel nous réveille quelque chose de profond sur la nature de la conscience elle-même. La conscience n'est pas un interrupteur binaire, allumé ou éteint. Elle émerge plutôt de l'interaction coordonnée de multiples systèmes cérébraux qui peuvent, dans certaines circonstances, se désynchroniser. C'est également ce qui se produit dans le somnambulisme, où les systèmes moteurs se réveillent pendant le sommeil profond, tandis que la conscience reste endormie, permettant à la personne d'effectuer des comportements complexes comme marcher, ouvrir des portes, parfois même conduire une voiture, tout en restant fondamentalement endormie et amnésique de ses actions. Cette dissociation possible entre différentes composantes de la conscience nous mène à l'un des phénomènes les plus fascinants de la vie onirique, le rêve lucide. Un rêve lucide se produit lorsqu'une personne, tout en rêvant, prend conscience qu'elle est en train de rêver. Cette prise de conscience peut être fugace, disparaissant presque aussitôt qu'elle apparaît et plongeant la personne à nouveau dans le rêve ordinaire. Mais parfois, elle persiste et s'approfondit, permettant au rêveur de maintenir simultanément deux états mentaux apparemment contradictoires. Il continue de rêver, vivant une expérience perceptive riche et immersive, mais il sait qu'il rêve, reconnaît le caractère onirique de son expérience. Plus remarquable encore, certains rêveurs lucides développent la capacité d'exercer un contrôle volontaire sur le contenu du rêve, modifiant le scénario, invoquant des personnages ou des lieux, s'envolant dans les airs à volonté. Les rêves lucides ont longtemps été considérés avec scepticisme par la communauté scientifique, relégués au domaine de l'ésotérisme ou des anecdotes invérifiables. Comment prouver qu'une personne est vraiment consciente pendant son rêve et ne se souvient pas simplement au réveil d'avoir cru être consciente? Le tournant décisif est venu au début des années 80, grâce au psychophysiologiste Stephen LaBerge de l'université Stanford. LaBerge a développé une méthode ingénieuse pour établir une communication entre le rêveur lucide et les chercheurs. Rappelez-vous qu'en sommeil paradoxal, le corps est paralysé, à l'exception des muscles respiratoires et des yeux. LaBerge a entraîné des rêveurs lucides à effectuer des mouvements oculaires préétablis, une séquence spécifique de regard de gauche à droite lorsqu'ils prenaient conscience qu'ils rêvaient. Ces mouvements oculaires, enregistrés sur un électro-oculogramme, créaient une signature reconnaissable, un signal envoyé depuis le monde du rêve vers les chercheurs surveillant le dormeur. Les résultats ont été spectaculaires. Les rêveurs lucides entraient en sommeil paradoxal, puis, au beau milieu de cette phase caractérisée par des mouvements oculaires aléatoires, effectuaient soudainement la séquence prédéterminée de mouvements oculaires, confirmant qu'ils étaient conscients dans le rêve. Ils pouvaient même, par des séquences de signaux, communiquer des informations simples, indiquer le moment où ils commençaient une action particulière dans le rêve, comme compter ou chanter, permettant aux chercheurs de corréler l'expérience subjective du rêveur avec l'activité cérébrale enregistrée. Cette percée a ouvert un champ de recherche entièrement nouveau,
transformant le rêve d'un phénomène purement subjectif et inaccessible en un objet d'étude scientifique rigoureuse. Les études d'imagerie cérébrale des rêveurs lucides ont révélé des patterns activants fascinants. Pendant un rêve lucide, le cortex préfrontal, particulièrement les régions frontopolaires qui sont typiquement désactivées pendant les rêves ordinaires, montre une réactivation significative. Cette réactivation frontale n'est pas complète, elle n'atteint pas les niveaux de l'éveil total, mais elle est suffisante pour restaurer certaines capacités métacognitives, la capacité de réfléchir sur ses propres états mentaux, d'évaluer la réalité de l'expérience en cours. Le cerveau se trouve ainsi dans un état hybride unique, combinant les caractéristiques du sommeil paradoxal avec sa richesse perceptive et son imagination débridée et certaines fonctions cognitives supérieures typiques de l'éveil. Environ 55% des gens rapportent avoir vécu au moins un rêve lucide dans leur vie, mais la fréquence varie énormément d'une personne à l'autre. Certains individus font spontanément des rêves lucides plusieurs fois par semaine, tandis que d'autres n'en font jamais ou presque. Mais la bonne nouvelle, c'est que la lucidité onirique peut être entraînée. Diverses techniques ont été développées pour induire les rêves lucides. La méthode la plus simple consiste à effectuer régulièrement des tests de réalité pendant la journée, se demander plusieurs fois par jour « suis-je en train de rêver ?», puis vérifier la réalité en regardant ses mains, en essayant de pousser un doigt à travers la paume de l'autre main, en lisant un texte 2 fois pour voir s'il change entre les lectures. L'idée est que cette habitude diurne finira par se transférer dans le rêve et qu'à un moment, en effectuant ce test de réalité dans un rêve, la personne découvrira des anomalies impossibles dans la réalité éveillée, déclenchant la lucidité. Une autre technique efficace est la méthode MILD, Mnemonic Induction of Lucid Dreams, développée par Stephen Laberge. Avant de s'endormir, on se répète mentalement « La prochaine fois que je rêve, je me souviendrai que je rêve », tout en visualisant un rêve récent et en s'imaginant y devenir lucide. Cette technique exploite le pouvoir de l'intention mnémonique. En programmant notre esprit avec cette intention avant le sommeil, nous augmentons la probabilité que cette reconnaissance émerge pendant le rêve lui-même. Plus récemment, des recherches ont exploré des méthodes de stimulation externe pour induire la lucidité. Ursula Voss et ses collègues en Allemagne ont découvert que l'application de stimulations électriques transcutanées à très basse fréquence dans la gamme gamma, autour de 40 Hz pendant le sommeil paradoxal, peut induire des rêves lucides chez des personnes qui n'en font pas normalement. Cette stimulation semble augmenter l'activité gamma dans le cortex préfrontal, ramenant partiellement en ligne les circuits de la métacognition. D'autres chercheurs ont utilisé des applications de réalité augmentée qui détectent les mouvements oculaires rapides caractéristiques du sommeil paradoxal et déclenchent alors des stimuli sensoriels légers, par exemple des lumières clignotantes à travers des masques de sommeil spéciaux, suffisant pour modifier l'expérience onirique sans réveiller complètement la personne. L'intérêt pour les rêves lucides dépasse la simple curiosité scientifique. Ces états pourraient avoir des applications thérapeutiques significatives. Pour les personnes souffrant de cauchemars récurrents, apprendre à devenir lucide dans le cauchemar leur permet de transformer activement le scénario effrayant ou simplement de s'en extraire en se réveillant volontairement. Des études pilotes suggèrent que l'entraînement à la lucidité onirique pourrait aider à réduire les cauchemars post-traumatiques. Les rêves lucides offrent également un espace unique pour la pratique mentale,
des athlètes ont expérimenté avec l'entraînement de gestes sportifs dans les rêves lucides, exploitant le fait que dans ces rêves, l'intention de bouger active les mêmes circuits moteurs du cerveau que le mouvement réel, même si le corps reste paralysé. Cependant, il existe aussi des risques potentiels associés à la pratique intensive des rêves lucides. Certaines personnes rapportent que la recherche obsessionnelle de la lucidité perturbe la qualité de leur sommeil, créant une forme d'hypervigilance nocturne qui interfère avec la fonction restauratrice naturelle du sommeil. D'autres décrivent des épisodes de paralysie du sommeil particulièrement effrayants. La paralysie du sommeil se produit lorsqu'une personne se réveille pendant le sommeil paradoxal alors que l'atonie musculaire est encore active. Consciente mais incapable de bouger, souvent accompagnée d'hallucinations visuelles ou auditives héritées du rêve qui ne s'est pas encore complètement dissipé et d'une sensation d'oppression thoracique liée à la respiration ralentie du sommeil, la personne vit quelques instants, parfois quelques minutes, d'une terreur intense. Les techniques d'induction de rêve lucide, en jouant précisément sur cette frontière entre rêve et éveil, peuvent augmenter la fréquence de ces épisodes chez certains individus. Il est également important de noter que si environ la moitié de la population générale rapporte au moins un rêve lucide dans sa vie, la fréquence naturelle des rêves lucides spontanés varie considérablement et semble avoir des corrélats de personnalité et cognitifs. Les personnes qui font fréquemment des rêves lucides tendent à avoir une meilleure métacognition en général, une plus grande ouverture à l'expérience et parfois des scores plus élevés sur certaines mesures de créativité. Mais la question de savoir si ces caractéristiques sont des causes ou des conséquences des rêves lucides fréquents reste ouverte. Au-delà de la lucidité onirique, les neurosciences du rêve s'intéressent de plus en plus à une question fondamentale: sommes-nous réellement conscients pendant que nous rêvons ? Cette question peut sembler étrange au premier abord. Bien sûr que nous sommes conscients quand nous rêvons, pourriez-vous objecter. Sinon, comment pourrions-nous nous souvenir de nos rêves au réveil ? Mais les philosophes et les scientifiques qui étudient la conscience soulignent que la question est plus subtile. La conscience possède différentes dimensions. Il y a la conscience phénoménale, le simple fait qu'il y ait quelque chose que cela fait, d'avoir une expérience, et la conscience d'accès, la capacité de rapporter verbalement une expérience et de l'utiliser pour guider le comportement. Certains chercheurs, comme Jennifer Wint de l'université Monash, soutiennent que la conscience dans le rêve est authentique, mais différente de la conscience de l'éveil. Dans un rêve, nous vivons effectivement des expériences perceptives, émotionnelles. Nous avons des pensées, même si elles suivent une logique différente de celle de l'éveil. D'autres, comme Norman Malcolm ou Daniel Dennett, ont soutenu des positions plus radicales, suggérant que peut-être nous ne sommes pas vraiment conscients pendant le rêve lui-même, mais que nous construisons rétrospectivement un récit de rêve au moment du réveil, donnant l'illusion d'avoir vécu ces expériences. Cette position reste cependant minoritaire, et les preuves s'accumulent en faveur d'une conscience authentique pendant le rêve, bien que qualitativement différente de la conscience éveillée. Une manière innovante d'étudier la conscience dans le rêve est venue d'expériences récentes qui ont réussi à établir une communication bidirectionnelle avec des rêveurs. En février 2021, une équipe internationale de chercheurs a publié dans la revue Current Biology une étude remarquable où des rêveurs lucides ont non seulement signalé qu'ils étaient conscients dans leurs rêves, mais ont également répondu à des questions posées par les chercheurs depuis l'extérieur. Les questions étaient posées sous forme auditive, l'expérimentateur parlant près du dormeur, ou sous forme de stimulation lumineuse codée.
Le rêveur, conscient dans son rêve, entendait ou percevait ces signaux qui s'intégraient dans le contenu du rêve, par exemple comme une voix venue du ciel ou une radio dans le rêve, puis répondait par des mouvements oculaires codés ou des contractions musculaires faciales. Dans l'une des conditions expérimentales, le chercheur demandait au rêveur d'effectuer une simple opération mathématique, par exemple 8 moins 6. Le rêveur, toujours endormi, toujours en plein sommeil paradoxal, effectuait 2 mouvements oculaires de gauche à droite pour indiquer la réponse 2. Ces dialogues extraordinaires entre un monde intérieur purement subjectif et le monde objectif extérieur démontrent non seulement que nous sommes véritablement conscients dans nos rêves, mais ouvrent également des perspectives vertigineuses. Ils suggèrent qu'à l'avenir, nous pourrions potentiellement communiquer avec des personnes endormies, leur poser des questions sur leurs rêves pendant qu'ils se déroulent, peut-être même influencer le contenu de leurs rêves de manière thérapeutique ou créative. Ces avancées scientifiques nous amènent à reconsidérer la nature même de la réalité et de la conscience. Les philosophes se sont longtemps demandé comment nous pouvons être certains que notre expérience éveillée n'est pas elle-même un rêve. Le philosophe chinois Zhuangzi, au IVe siècle avant notre ère, racontait avoir rêvé qu'il était un papillon, puis s'être réveillé sans savoir s'il était Zhuangzi qui avait rêvé d'être un papillon ou un papillon qui rêvait maintenant d'être Zhuangzi. René Descartes, dans ses méditations métaphysiques, utilisait l'argument du rêve pour montrer que nos sens peuvent nous tromper et qu'il est difficile d'établir avec une certitude absolue que nous sommes éveillés plutôt qu'en train de rêver. Les neurosciences modernes, en cartographiant précisément les différences entre l'activité cérébrale de l'éveil et celle du rêve, fournissent des critères objectifs pour distinguer ces deux états. Mais la question philosophique sous-jacente conserve sa puissance. Notre expérience consciente, qu'elle se déroule en rêve ou éveillé, est fondamentalement une construction de notre cerveau, une simulation interne qui, dans les deux cas, pourrait diverger de la réalité objective externe. Cette réflexion nous conduit à examiner un aspect souvent négligé du rêve, la créativité. De nombreux récits historiques attribuent des découvertes scientifiques, des inventions, des créations artistiques à des inspirations venues en rêve. Auguste Kekulé, le chimiste allemand, rapporte avoir découvert la structure hexagonale du benzène après avoir rêvé d'un serpent se mordant la queue. Dimitri Mendeleïev affirme que la classification périodique des éléments lui est apparue en rêve. Paul McCartney a composé la mélodie de Yesterday, l'une des chansons les plus reprises de l'histoire, après l'avoir entendue dans un rêve. Tellement surprise qu'elle lui semblait familière qu'il a passé des semaines à interroger ses amis pour s'assurer qu'il ne reproduisait pas inconsciemment une mélodie existante. Mary Shelley a conçu l'idée centrale de Frankenstein suite à un cauchemar particulièrement vivide. Ces anecdotes, aussi fascinantes soient-elles, ne constituent pas en elles-mêmes des preuves scientifiques que le rêve favorise la créativité. Il est possible que ces histoires soient enjolivées, que la contribution réelle du rêve soit exagérée dans le souvenir ultérieur. Mais des recherches contrôlées ont effectivement démontré un lien entre le sommeil REM, la période du rêve, et certains aspects de la pensée créative. Une étude classique menée par Sarah Mednick à l'Université de Californie a montré que des siestes incluant du sommeil paradoxal améliorent les performances dans des tâches nécessitant de l'insight créatif, la capacité à voir des connexions non évidentes entre des éléments apparemment disparates. D'autres recherches ont montré que le sommeil REM facilite particulièrement l'intégration d'informations distantes dans la mémoire, permettant à des éléments stockés dans différentes régions cérébrales de se combiner de manière nouvelle. Le mécanisme neuronal sous-jacent à cette créativité onirique
pourrait résider précisément dans la chimie cérébrale particulière du sommeil paradoxal que nous avons exploré plus tôt. L'absence de noradrénaline et de sérotonine, couplée à l'activation intense de l'acétylcholine, crée un mode de pensée associatif, divergent, moins contraint par la logique linéaire. Les associations entre concepts deviennent plus lâches, plus fluides. Dans l'état éveillé normal, votre cortex préfrontal exerce un contrôle exécutif strict sur vos pensées, maintenant leur cohérence, leur logique, filtrant les associations qui semblent non pertinentes. Cette fonction est cruciale pour la pensée rationnelle et la résolution de problèmes structurés, mais elle peut aussi devenir un carcan, nous enfermant dans des patterns de pensée habituels, nous empêchant de voir des solutions créatives qui nécessitent précisément de sortir des sentiers battus. Le rêve, en suspendant temporairement ce contrôle préfrontal, libère notre pensée pour explorer des territoires associatifs plus vastes, établir des connexions inattendues qui, occasionnellement, s'avèrent véritablement novatrices. Il est cependant important de tempérer l'enthousiasme pour la créativité onirique avec une dose de réalisme. La vaste majorité des rêves ne produisent pas d'insights créatifs utilisables. Les associations bizarres que génère le cerveau rêvant sont le plus souvent simplement bizarres, sans valeur pratique ou esthétique. Les quelques cas où un rêve contribue véritablement à une création ou une découverte représentent probablement des exceptions remarquables issues d'un océan de rêves ordinaires et oubliables. De plus, même dans ces cas exceptionnels, le rêve fournit rarement une solution complète et utilisable telle qu'elle. Il offre plutôt une intuition, une direction, une métaphore visuelle que la pensée éveillée doit ensuite analyser, vérifier, développer pour la transformer en quelque chose de concret. Cette nécessité du travail éveillé pour donner sens et utilité aux intuitions oniriques nous rappelle une vérité plus générale sur le sommeil et le rêve. Il ne remplace pas l'effort conscient et la pratique délibérée, mais il les complète et les potentialise. Le sommeil consolide ce que vous avez appris en état d'éveil, mais il ne peut consolider ce qui n'a pas été d'abord encodé. Le rêve peut réorganiser créativement vos connaissances, mais il opère sur les matériaux que votre vie éveillée lui fournit. C'est la raison pour laquelle les personnes qui font les rêves les plus riches et potentiellement les plus créatifs sont souvent celles qui mènent des vies intellectuellement et émotionnellement riches en état d'éveil, qui lisent abondamment, qui s'exposent à des expériences diverses, qui réfléchissent intensément à des problèmes complexes. Le rêve devient alors un atelier nocturne où les matériaux accumulés pendant le jour sont retravaillés, recombinés, transformés. Parlons maintenant de ce dont nous nous souvenons de nos rêves et surtout de ce que nous oublions. L'oubli des rêves est un phénomène universel et frustrant. Vous vous réveillez avec le sentiment vivace d'avoir vécu une aventure onirique intense et complexe. Vous voulez la raconter ou l'écrire, mais au moment où vous essayez de la saisir avec des mots, elle s'évapore comme de la brume au soleil. Quelques minutes après le réveil, la plupart des détails ont disparu. Quelques heures plus tard, il ne reste souvent qu'une impression diffuse, un sentiment général, peut-être une ou deux images isolées flottant dans votre mémoire comme des épaves après un naufrage. Cette amnésie onirique massive a intrigué les chercheurs pendant longtemps. Pourquoi oublions-nous si facilement nos rêves alors que nous nous souvenons relativement bien de nos expériences éveillées ? Plusieurs facteurs neurobiologiques contribuent à cette fragilité de la mémoire onirique. Premièrement, le cerveau rêvant présente des patterns d'activité différents dans les régions impliquées dans la consolidation mnésique. L'hippocampe, crucial pour encoder de nouveaux souvenirs explicites, est actif pendant le sommeil paradoxal,
mais ils communiquent différemment avec le cortex préfrontal et d'autres régions. Les connexions fonctionnelles entre l'hippocampe et les régions préfrontales impliquées dans la récupération délibérée des souvenirs sont affaiblies pendant le rêve. De plus, les neurotransmetteurs importants pour la consolidation mnésique, notamment la noradrénaline, sont absents pendant le sommeil REM. Sans noradrénaline, l'encodage de nouveaux souvenirs durables est compromis. Le rêve crée donc une expérience riche et immersive, mais dans des conditions neurochimiques qui ne favorisent pas le stockage à long terme de cette expérience en tant que souvenir explicite. Un autre facteur crucial est le timing du réveil. Les études montrent que si vous réveillez quelqu'un directement depuis le sommeil paradoxal, il racontera un rêve dans environ 80 à 95% des cas. Mais si vous attendez même juste 5 à 10 minutes après la fin de l'épisode de sommeil REM, ce pourcentage chute drastiquement. Il existe une fenêtre temporelle critique, probablement de quelques minutes tout au plus, pendant laquelle le souvenir du rêve est accessible. Passé ce délai, s'il n'a pas été transféré dans un format plus stable par une récupération consciente et délibérée, peut-être en le racontant ou en l'écrivant, le souvenir s'évanouit. C'est pourquoi tenir un journal de rêve au réveil, technique couramment recommandée par les psychologues et les chercheurs sur les rêves, augmente significativement le rappel onirique. L'acte même de se réveiller en se concentrant sur le rêve, de le formuler en mots, de l'écrire, renforce sa trace mnésique et facilite son transfert dans la mémoire à long terme. Fait intéressant, la fréquence du rappel onirique varie considérablement d'une personne à l'autre. Certains individus, qu'on appelle les hauts rappeleurs de rêves, se souviennent de rêves presque chaque matin, parfois de plusieurs rêves par nuit. D'autres, les bas rappeleurs, rapportent rarement ce souvenir de leurs rêves, peut-être seulement quelques fois par an. Perrine Ruby et son équipe de l'INSERM à Lyon ont étudié les différences cérébrales entre ces deux groupes. Ils ont découvert que les hauts rappeleurs présentent une activité accrue dans le cortex préfrontal médian et dans la jonction temporopariétale, deux régions impliquées dans l'attention et la conscience de soi, non seulement pendant le sommeil, mais aussi pendant l'éveil. Plus fascinant encore, les hauts rappeleurs montrent également plus de micro-éveils nocturnes, de brèves périodes de quelques secondes où le cerveau sort momentanément du sommeil profond avant d'y replonger. Ces micro-éveils, souvent si brefs que la personne n'en garde aucun souvenir conscient, créeraient des fenêtres d'opportunité pour encoder les rêves en cours ou récents dans la mémoire à long terme. Cette découverte suggère que le rappel fréquent des rêves pourrait avoir un coût, une fragmentation légèrement accrue du sommeil. Les hauts rappeleurs ont généralement un sommeil un peu moins continu que les bas rappeleurs. Mais cette fragmentation reste généralement subtile et n'interfère pas nécessairement avec la qualité restauratrice du sommeil. Il ne semble pas y avoir de différence systématique dans la qualité de vie ou la santé mentale entre hauts et bas rappeleurs de rêves, suggérant que l'oubli ou le souvenir fréquent des rêves sont simplement des variations normales dans le fonctionnement humain, sans implication pathologique dans un sens ou dans l'autre. Au-delà des différences individuelles stables, divers facteurs peuvent influencer temporairement le rappel onirique. Le stress et l'anxiété tendent à augmenter le rappel des rêves, probablement parce qu'ils fragmentent le sommeil et augmentent les éveils nocturnes. Certains médicaments, particulièrement ceux qui affectent les neurotransmetteurs impliqués dans le sommeil et les rêves, peuvent modifier radicalement la fréquence et le contenu des rêves. Les antidépresseurs, qui augmentent la sérotonine et la noradrénaline, tendent à supprimer le sommeil paradoxal et à réduire les rêves. À l'inverse, l'arrêt de ces médicaments produit souvent un rebond REM, accompagné de rêves intensément vivaces et souvent perturbants. La mélatonine,
Cette hormone naturellement produite par la glande pinéale qui régule les rythmes circadiens et que beaucoup de gens prennent comme supplément pour favoriser le sommeil, semble également augmenter la vivacité et le rappel des rêves chez certaines personnes, bien que le mécanisme exact reste incertain. L'alcool présente un cas particulièrement intéressant. Beaucoup de gens utilisent l'alcool comme aide au sommeil, et effectivement, l'alcool consommé le soir facilite souvent l'endormissement. Mais cette aide est trompeuse. L'alcool perturbe profondément l'architecture du sommeil. Il supprime le sommeil paradoxal pendant la première moitié de la nuit lorsque son taux sanguin est élevé. Puis, au cours de la seconde moitié de la nuit, lorsque l'alcool est métabolisé et que son taux chute, se produit un rebond REM. Le cerveau, privé de sommeil paradoxal plus tôt, tente de compenser en augmentant dramatiquement la durée et l'intensité du sommeil REM. Ce rebond s'accompagne souvent de rêves particulièrement vivaces, bizarres et parfois cauchemardesques. De plus, l'alcool fragmente le sommeil global, augmentant les éveils nocturnes. Le résultat net est que malgré une impression subjective d'avoir bien dormi, la qualité réelle du sommeil est considérablement diminuée. Au réveil, la personne se sent souvent moins reposée qu'après une nuit sans alcool, même si elle a dormi le même nombre d'heures. Le cannabis présente un pattern quelque peu similaire. Le THC, le principal composé psychoactif du cannabis, supprime significativement le sommeil paradoxal. Les utilisateurs réguliers de cannabis rapportent souvent qu'ils rêvent rarement ou pas du tout. Mais lors de l'arrêt de la consommation, ils expérimentent fréquemment un rebond REM intense, avec une profusion de rêves vivaces qui peuvent être déstabilisants, particulièrement s'ils avaient consommé du cannabis pendant longtemps et s'étaient habitués à une vie nocturne sans rêve. Ce phénomène de rebond contribue parfois aux difficultés rencontrées lors de l'arrêt du cannabis, créant des perturbations du sommeil temporaires qui peuvent durer plusieurs semaines. Tous ces éléments nous rappellent que le rêve n'existe pas en isolation, mais fait partie d'un système complexe et finement régulé. Perturber un élément de ce système, que ce soit par des substances, des troubles du sommeil ou des conditions médicales ou psychiatriques, a des répercussions en cascade sur l'ensemble. Cette interconnexion devient particulièrement évidente lorsqu'on examine les pathologies du sommeil et leurs liens avec les rêves. Le trouble comportemental en sommeil paradoxal constitue l'un des exemples les plus spectaculaires et troublants. Rappelez-vous qu'en sommeil REM normal, votre cerveau envoie des signaux de paralysie à vos muscles squelettiques, vous immobilisant complètement à l'exception de la respiration et des mouvements oculaires. Cette paralysie semble être un mécanisme de sécurité évolutif, nous empêchant d'agir physiquement nos rêves et potentiellement de nous blesser ou de blesser notre partenaire de lit. Mais dans le trouble comportemental en sommeil paradoxal, ce mécanisme de paralysie dysfonctionne. Les personnes affectées, majoritairement des hommes de plus de 50 ans, mettent physiquement en acte leurs rêves. Si elles rêvent qu'elles se battent, elles donnent réellement des coups. Si elles rêvent qu'elles fuient un danger, elles courent littéralement, souvent contre les murs de leur chambre. Ces comportements se produisent en état de sommeil profond, les yeux fermés, et la personne reste habituellement amnésique de l'épisode, se réveillant surprise de se trouver par terre ou de découvrir qu'elle a accidentellement frappé son partenaire. Ce trouble, au-delà de son caractère immédiatement dangereux, a également une signification médicale plus profonde. Les chercheurs ont découvert qu'il constitue souvent un signe précoce de maladies neurodégénératives, particulièrement la maladie de Parkinson et la démence à corps de Lewy. Le trouble comportemental en sommeil paradoxal peut apparaître des années, parfois des décennies, avant les symptômes moteurs ou cognitifs caractéristiques de ces maladies.
Les structures cérébrales qui dégénèrent dans ces conditions, notamment certains noyaux du tronc cérébral, sont précisément celles qui contrôlent la paralysie du sommeil REM. Cette découverte a transformé le trouble comportemental en sommeil paradoxal en marqueur prédictif potentiel, permettant d'identifier des personnes à risque de développer ces maladies neurodégénératives bien avant leur apparition clinique complète, ouvrant potentiellement une fenêtre pour des interventions préventives futures. L'apnée du sommeil, cette condition où la respiration s'interrompt de façon répétée pendant le sommeil, affecte également profondément les rêves. Les personnes souffrant d'apnée obstructive du sommeil non traitée connaissent des dizaines, parfois des centaines d'interruptions respiratoires par nuit, chacune provoquant une chute de l'oxygène sanguin et un micro-éveil pour rétablir la respiration. Ces perturbations constantes fragmentent le sommeil, et particulièrement le sommeil paradoxal qui est plus vulnérable aux perturbations. En conséquence, les personnes avec apnée sévère passent très peu de temps en sommeil REM et rapportent souvent rêver rarement. Plus troublant, les rêves qu'elles font contiennent fréquemment des thèmes de suffocation, d'étouffement, de noyade, reflétant directement les sensations physiologiques des apnées qui s'infiltrent dans le contenu onirique. Heureusement, le traitement de l'apnée par pression positive continue, ces machines qui maintiennent les voies aériennes ouvertes pendant le sommeil, restaurent généralement l'architecture normale du sommeil, incluant le sommeil REM et les rêves. La narcolepsie offre un autre exemple fascinant de ce qui se passe quand la régulation du sommeil et du rêve dysfonctionne. Cette maladie neurologique rare se caractérise par une somnolence diurne excessive et des attaques soudaines de sommeil incontrôlables. Mais ce qui rend la narcolepsie particulièrement intrigante du point de vue du rêve, c'est que les personnes narcoleptiques entrent souvent directement en sommeil paradoxal, court-circuitant les phases normales de sommeil NREM qui devraient précéder. Cette intrusion du sommeil REM dans des moments inappropriés crée des phénomènes perturbants, des hallucinations hypnagogiques, ces visions vivaces qui surgissent à la frontière entre veille et sommeil, plus intenses et fréquentes que chez les personnes non narcoleptiques, et la cataplexie, cette perte soudaine du tonus musculaire déclenchée par des émotions fortes, qui représente essentiellement l'atonie musculaire du sommeil REM survenant en plein éveil. Imaginez rire à une blague puis soudainement s'effondrer au sol, conscient mais incapable de bouger pendant plusieurs secondes ou minutes. C'est l'expérience de la cataplexie. Les chercheurs ont découvert que la narcolepsie résulte généralement de la perte de neurones spécifiques dans l'hypothalamus, qui produisent un neuropeptide appelé hypocrétine ou orexine. Ces neurones jouent un rôle crucial dans la stabilisation des états de vigilance, empêchant les transitions inappropriées entre éveil, sommeil NREM et sommeil REM. Leur absence crée une instabilité fondamentale où les frontières entre ces états deviennent poreuses, permettant aux éléments du sommeil paradoxal, incluant les rêves, de s'infiltrer dans la vie éveillée. Cette découverte a des implications philosophiques fascinantes. Elle démontre concrètement que les états de conscience que nous considérons comme catégoriquement distincts, l'éveil et le rêve, sont en réalité maintenus séparés par des mécanismes neuronaux actifs qui peuvent dysfonctionner, créant des états hybrides qui brouillent ces frontières supposément évidentes. En parlant de frontières floues entre états de conscience, nous devons évoquer les expériences oniriques qui se produisent en dehors du sommeil paradoxal. Bien que les rêves narratifs, émotionnellement intenses et mémorables, surviennent principalement pendant le sommeil REM, l'activité mentale ne s'arrête pas pendant le sommeil NREM. Quand on réveille des personnes du sommeil NREM, particulièrement du sommeil léger de stade 2, environ 50% d'entre elles rapportent avoir eu une forme d'expérience mentale avant le réveil. Mais ces expériences diffèrent qualitativement des rêves REM classiques. Elles sont généralement plus fragmentaires, moins visuellement vivaces, plus statiques que dynamiques.
Au lieu de récits élaborés avec une progression d'événements, les personnes décrivent souvent des pensées abstraites, des ruminations, des préoccupations sur des problèmes quotidiens ou des impressions sensorielles vagues. Je pensais au travail, j'avais l'impression d'être dans ma cuisine, mais rien ne se passait vraiment. Je ressentais une vague anxiété, sans image claire. Voilà des descriptions typiques de l'activité mentale du sommeil NREM. Même pendant le sommeil lent profond, traditionnellement considéré comme un état d'inconscience proche du coma, une activité mentale peut persister. Les rapports d'expérience issus du stade 3 sont plus rares et encore plus fragmentaires que ceux du stade 2, souvent réduits à des sensations corporelles diffuses ou à des impressions émotionnelles sans contenu représentationnel clair. Ces découvertes ont conduit certains chercheurs à proposer que la conscience ne s'éteigne peut-être jamais complètement pendant le sommeil, mais existe plutôt sur un continuum, oscillant entre différents niveaux de complexité, de vivacité et de mémorabilité selon les phases du sommeil. Cette perspective continuiste de la conscience nocturne soulève des questions intrigantes sur la nature même de notre expérience subjective. Si nous vivons effectivement une forme d'expérience mentale tout au long de la nuit, mais que nous ne nous souvenons que des rêves REM les plus intenses survenus juste avant le réveil, quelle fraction de notre vie consciente totale disparaît ainsi dans l'oubli ? Mathématiquement, si nous dormons environ 8 heures par nuit, soit un tiers de notre vie, et que nous expérimentons une forme de conscience pendant au moins une partie significative de ce temps, mais que nous ne nous souvenons que d'une infime fraction de ces expériences, alors nous vivons effectivement une double vie dont nous gardons qu'une connaissance partielle et fragmentaire. Cette réalisation ajoute une dimension mélancolique et mystérieuse à notre existence. Nous sommes tous des amnésiques partiels de notre propre vie, perdant chaque nuit heures d'expériences conscientes qui s'évanouissent comme si elles n'avaient jamais existé. Mais peut-être cet oubli n'est-il pas un défaut, mais une caractéristique, une nécessité adaptative. Si nous nous souvenions avec une clarté parfaite de toutes nos expériences oniriques, si chaque matin nous nous réveillons avec la mémoire vivace de 5 ou 6 récits de rêves complexes et émotionnellement chargés, notre vie mentale deviendrait rapidement encombrée, confuse. Nous aurions du mal à distinguer clairement nos souvenirs réels de nos souvenirs oniriques. L'oubli massif des rêves pourrait donc servir une fonction essentielle d'hygiène mentale, nous permettant de bénéficier des fonctions du rêve, qu'il s'agisse de consolidation mnésique, de régulation émotionnelle ou de simulation de scénarios, sans pour autant surcharger notre mémoire autobiographique avec du matériel onirique non pertinent pour la navigation dans le monde éveillé. Cette considération nous amène à réfléchir plus généralement sur la relation complexe entre rêve et réalité. Bien que nous puissions intellectuellement affirmer que les rêves ne sont que des constructions internes de notre cerveau sans réalité objective, l'expérience phénoménologique du rêve possède une qualité de réalité indéniable pendant qu'elle se déroule. Dans le rêve, nous ne vivons pas des événements comme s'ils étaient réels, nous les vivons comme réels, point final. La peur que vous ressentez face à un danger onirique est aussi authentique, aussi physiologiquement réelle que la peur face à un danger réel. Votre cœur s'accélère véritablement, votre amygdale s'active véritablement, vos glandes surrénales libèrent du cortisol, l'hormone du stress, dans votre circulation sanguine. De ce point de vue, la distinction entre réalité objective et réalité subjective s'estompe. Ce qui compte, c'est l'expérience vécue, et cette expérience est, pendant le rêve,
aussi immersive et convaincante que l'expérience éveillée. Certaines cultures non occidentales ont traditionnellement accordé au monde des rêves un statut ontologique différent de celui que lui attribue généralement la pensée occidentale moderne. Pour certains peuples autochtones d'Australie, d'Amérique du Nord ou d'Amazonie, le temps du rêve n'est pas simplement un état mental privé et illusoire, mais une dimension réelle de l'existence, un plan d'expérience aussi valide et significatif que le monde éveillé, voire davantage. Dans ces perspectives, les rêves ne sont pas de simples produits du cerveau individuel, mais peuvent contenir de véritables connaissances, des messages, des rencontres avec des ancêtres ou des esprits, des prédictions authentiques. Sans nécessairement embrasser ces interprétations spirituelles, nous pouvons néanmoins reconnaître qu'elles soulignent quelque chose d'important. Les rêves font partie intégrante de notre expérience humaine totale et méritent d'être pris au sérieux, pas comme des révélations surnaturelles, mais comme des fenêtres précieuses sur notre monde intérieur. Cette reconnaissance de la valeur du rêve nous conduit naturellement à nous demander comment nous pouvons cultiver une relation plus riche avec notre vie onirique. Au-delà du simple intérêt scientifique ou philosophique, intégrer consciemment les rêves dans notre vie peut avoir des bénéfices pratiques pour notre bien-être, notre créativité, notre compréhension de nous-mêmes. La pratique la plus fondamentale est la tenue d'un journal de rêves. Le principe est simple, garder un carnet et un stylo à portée de main près du lit et, dès le réveil, avant même de se lever ou de consulter son téléphone, prendre quelques minutes pour noter tout ce dont on se souvient du ou des rêves de la nuit. Au début, vous ne vous rappellerez peut-être que de fragments épars, des impressions vagues. Mais avec la pratique régulière, plusieurs phénomènes remarquables se produisent. Premièrement, votre rappel onirique s'améliore considérablement. Simplement en accordant de l'attention à vos rêves, en signalant à votre cerveau qu'ils sont importants et méritent d'être mémorisés, vous augmentez la fréquence et la richesse de vos souvenirs oniriques. Deuxièmement, vous commencez à percevoir des patterns, des thèmes récurrents dans vos rêves. Certaines personnes découvrent qu'elles rêvent fréquemment de lieux, de certaines situations, d'être en retard pour des examens ou des transports, de voler, de tomber, d'être poursuivies. Ces thèmes récurrents peuvent refléter des préoccupations persistantes, des peurs profondes ou simplement des particularités de votre vie et de votre personnalité. Troisièmement, en relisant périodiquement votre journal de rêve, vous pouvez parfois voir des corrélations entre votre état émotionnel et les événements de votre vie éveillée, développant ainsi une compréhension plus fine de votre monde intérieur. Il est important de noter que cette pratique d'introspection onirique diffère fondamentalement de l'interprétation symbolique des rêves telle que pratiquée dans la psychanalyse freudienne ou jungienne classique. La science moderne du rêve ne soutient pas l'idée qu'il existe un code symbolique universel des rêves où, par exemple, rêver d'eau signifie toujours telle chose ou rêver de maison représente toujours telle autre. Les dictionnaires de symboles oniriques, bien qu'ils puissent être amusants à consulter, n'ont aucun fondement scientifique. Si les rêves ont du sens, ce sens n'est pas à chercher dans des correspondances symboliques universelles, mais plutôt dans les associations personnelles, émotionnelles et contextuelles propres à chaque rêveur. Rêver d'un chien aura des résonances complètement différentes pour quelqu'un qui a été mordu par un chien dans l'enfance et quelqu'un qui a grandi entouré de chiens adorés. Le sens émerge du contexte personnel, pas d'un lexique universel. Néanmoins, réfléchir sur nos rêves peut être introspectivement utile. Non pas parce qu'ils révèlent des vérités cachées profondes, codées symboliquement, mais simplement parce qu'ils reflètent, sous une forme transformée et souvent amplifiée, nos préoccupations, nos peurs, nos désirs. Un rêve récurrent d'échec ou d'inadéquation peut signaler une anxiété persistante concernant votre performance ou votre valeur.
Des rêves fréquents de conflits avec une personne particulière peuvent indiquer une tension relationnelle non résolue qui mérite attention. Des rêves où vous êtes impuissant ou piégé peuvent refléter un sentiment de manque de contrôle dans votre vie éveillée. Ces connexions ne sont ni mystérieuses ni symboliques dans un sens ésotérique, elles sont simplement le reflet du fait que votre cerveau rêvant travaille avec le même matériel émotionnel et cognitif que votre cerveau éveillé. Au-delà de l'introspection personnelle, une attention accrue aux rêves peut également stimuler la créativité dans des domaines pratiques. Certains artistes, écrivains, cinéastes puisent délibérément dans leurs rêves comme source d'inspiration. David Lynch, le réalisateur de films comme Mulholland Drive et Twin Peaks, connus pour leur atmosphère onirique et surréaliste, pratique la méditation transcendantale et maintient qu'elle lui donne accès à des idées créatives qui émergent d'un espace mental similaire à celui du rêve. Salvador Dali développait ce qu'il appelait la méthode paranoïaque critique, s'assoupissant avec une cuillère dans la main suspendue au-dessus d'une assiette métallique. Au moment de sombrer dans le sommeil et de commencer à rêver, la cuillère tombait, le bruit le réveillait et il capturait immédiatement les images hypnagogiques, ces visions à la frontière entre veille et sommeil, pour les incorporer dans ses peintures surréalistes. Ces pratiques nous rappellent que le rêve et la créativité partagent certaines caractéristiques neurologiques, une activation accrue des réseaux associatifs, une réduction du contrôle inhibiteur frontal, une fluidité accrue dans les connexions entre concepts apparemment disparates. Cultiver une meilleure connexion avec votre vie onirique pourrait donc indirectement nourrir votre créativité éveillée, non pas en fournissant des solutions créatives complètes, mais en entraînant votre esprit à explorer des modes de pensée plus divergents, moins conventionnels. Alors que nous approchons de la fin de notre voyage nocturne, récapitulons le trajet parcouru et contemplons les horizons futurs. Nous avons exploré l'architecture complexe du sommeil, ses multiples phases orchestrées par une danse élaborée de neurotransmetteurs et de circuits neuronaux. Nous avons découvert que le sommeil paradoxal, cette phase apparemment contradictoire où le cerveau s'embrase d'activité tandis que le corps repose inerte, constitue le théâtre principal de nos rêves les plus vivaces. Nous avons examiné les régions cérébrales qui s'illuminent et celles qui s'éteignent pendant le rêve, créant cet état mental particulier où l'imagination règne sans les contraintes de la logique éveillée. Nous avons exploré les diverses théories sur la fonction du rêve, découvrant qu'il joue probablement de multiples rôles complémentaires: consolidation de la mémoire, régulation émotionnelle, simulation de scénarios pertinents pour notre adaptation, maintien de la flexibilité cognitive. Nous avons vu comment les rêves peuvent dysfonctionner, se transformer en cauchemars persistants ou en troubles comportementaux dangereux, mais aussi comment ils peuvent être cultivés, notamment à travers le phénomène fascinant du rêve lucide, où nous devenons conscients dans le rêve lui-même. Nous avons exploré les mystères de la mémoire onirique, comprenant pourquoi nous oublions la plupart de nos rêves et comment certaines pratiques peuvent améliorer notre rappel, et nous avons réfléchi à la signification personnelle et culturelle des rêves, reconnaissant qu'ils constituent une dimension essentielle et fascinante de notre expérience humaine. Mais notre compréhension scientifique du rêve reste incomplète et de nombreuses questions fondamentales attendent encore leur réponse. Nous ne comprenons toujours pas pleinement pourquoi exactement nous rêvons. Bien que nous ayons des théories plausibles, aucune n'est universellement acceptée ou démontrée de manière conclusive. La question de savoir si les animaux non humains expérimentent véritablement des rêves subjectivement similaires aux nôtres reste ouverte. Nous savons qu'ils entrent en sommeil paradoxal, que leurs neurones répètent des patterns d'activité correspondant à leurs expériences éveillées,
mais nous ne pouvons pas leur demander s'ils vivent cela comme une expérience consciente narrative. Les mécanismes exacts par lesquels le contenu spécifique de nos rêves est généré demeurent largement mystérieux. Pourquoi rêvez-vous précisément de votre grand-mère dans la cuisine de votre enfance, en train de parler à votre collègue actuel ce soir particulier? Nous pouvons identifier les facteurs généraux qui influencent le contenu onirique, vos expériences récentes, vos préoccupations émotionnelles, vos souvenirs à long terme, mais prédire ou expliquer le contenu spécifique d'un rêve particulier reste au-delà de nos capacités actuelles. Les neurosciences du rêve progressent néanmoins rapidement. Des techniques d'imagerie cérébrale de plus en plus sophistiquées nous permettent de cartographier l'activité neuronale pendant le sommeil avec une résolution spatiale et temporelle croissante. Des algorithmes d'apprentissage automatique commencent à établir des correspondances entre patterns d'activité cérébrale et contenu onirique rapporté, permettant une forme rudimentaire de lecture de rêve. Dans une étude célèbre menée par Yukiyasu Kamitani au Japon, des chercheurs ont entraîné un algorithme sur les patterns d'activité cérébrale de participants regardant diverses catégories d'images en état d'éveil. Puis, en analysant l'activité cérébrale de ces mêmes participants pendant qu'ils dormaient et rêvaient, l'algorithme pouvait prédire avec une précision bien supérieure au hasard les catégories générales de contenu présentes dans leurs rêves: des visages, des véhicules, des bâtiments, des aliments, etc. Bien que nous soyons encore très loin de pouvoir reconstituer visuellement un rêve en regardant simplement l'activité cérébrale, ces premiers pas démontrent que le rêve n'est pas totalement insondable, qu'il laisse des traces objectivement mesurables dans les patterns neuronaux. À l'avenir, ces technologies pourraient ouvrir des perspectives fascinantes et potentiellement troublantes. Imaginez un monde où nous pourrions enregistrer nos rêves, les rejouer au réveil comme des films, les partager avec d'autres. Cette possibilité, qui relève encore de la science-fiction mais se rapproche progressivement de la réalité technique, soulèverait d'immenses questions éthiques. Les rêves constituent peut-être l'ultime espace privé, le dernier territoire de notre vie mentale protégé de l'observation et du jugement externe. Leur rendre accessible pourrait avoir des conséquences profondes sur notre psychologie, nos relations, notre société. Mais cela pourrait aussi ouvrir des possibilités thérapeutiques remarquables, permettant aux psychothérapeutes d'accéder directement au monde intérieur de leurs patients ou aux personnes souffrant de troubles du sommeil de comprendre précisément ce qui dysfonctionne dans leur sommeil. Une autre frontière de recherche concerne la possibilité d'influencer délibérément les rêves de manière thérapeutique. Nous avons déjà mentionné la thérapie de répétition par imagerie pour les cauchemars, mais que se passerait-il si nous pouvions aller plus loin? Les recherches récentes sur la communication bidirectionnelle avec les rêveurs lucides suggèrent qu'il pourrait être possible, dans un futur proche, de conduire une forme de psychothérapie pendant le sommeil lui-même, guidant le rêveur à travers des scénarios thérapeutiques pendant qu'il rêve, où nous pourrions utiliser des techniques de reconsolidation mnésique pendant le sommeil pour réduire la charge émotionnelle de souvenirs traumatiques en les réactivant pendant le sommeil REM dans un contexte sécurisant. Ces perspectives ambitieuses doivent néanmoins être tempérées par une reconnaissance des limites et des risques potentiels. Le sommeil et le rêve ont évolué sur des millions d'années pour servir des fonctions biologiques essentielles que nous ne comprenons encore qu'imparfaitement. Intervenir trop agressivement dans ces processus naturels
pourrait avoir des conséquences inattendues. Nous devons avancer avec humilité et prudence, guidés par la science rigoureuse et par une éthique qui respecte l'intégrité et l'autonomie des personnes. Pour la plupart d'entre nous, cependant, ces technologies futuristes restent lointaines. Ce qui compte, ici et maintenant, c'est la manière dont nous accueillons et comprenons nos propres rêves dans notre vie quotidienne. Et peut-être la leçon la plus importante que la science moderne du rêve nous enseigne, c'est simplement ceci. Le sommeil n'est pas du temps perdu, une pause improductive dans notre vie véritablement significative. C'est une partie intégrante et essentielle de notre existence. Un état actif pendant lequel notre cerveau accomplit un travail crucial. Les rêves ne sont pas des épiphénomènes dénués de sens, des déchets neuronaux aléatoires, mais des processus sophistiqués qui servent notre adaptation, notre apprentissage, notre équilibre émotionnel, peut-être même notre créativité. Cette reconnaissance devrait nous inciter à prendre notre sommeil plus au sérieux. Dans nos sociétés modernes, le sommeil est trop souvent considéré comme une faiblesse, quelque chose à minimiser pour maximiser la productivité. Nous glorifions ceux qui dorment peu, qui sacrifient leur nuit au travail ou au divertissement. Mais cette culture de la privation de sommeil a des coûts immenses. Détérioration de la santé physique et mentale, diminution des performances cognitives, augmentation des risques d'accidents, réduction de la régulation émotionnelle. Nous payons cher notre mépris collectif pour le sommeil. Et nous privant de sommeil, nous nous privons également de rêve, de cette activité nocturne qui, comme nous l'avons vu, joue probablement des rôles multiples et essentiels. Honorez votre sommeil. Créer les conditions d'un sommeil de qualité, cela signifie concrètement adopter ce que les chercheurs appellent une bonne hygiène du sommeil. Maintenir un horaire de sommeil régulier, se couchant et se levant approximativement aux mêmes heures chaque jour, même le week-end, aide à synchroniser votre horloge biologique interne. Créer un environnement de sommeil propice, une chambre sombre, fraîche, calme, un matelas et des oreillers confortables. Évitez les écrans avec leur lumière bleue qui supprime la production de mélatonine dans l'heure précédant le coucher. Limitez la caféine, particulièrement après le milieu de l'après-midi, et l'alcool le soir, malgré son effet apparent de faciliter l'endormissement. Pratiquez une routine de détente avant le coucher, que ce soit la lecture, un bain chaud, la méditation ou simplement quelques minutes de respiration profonde, signalant à votre cerveau que le moment de dormir approche. Ces pratiques peuvent sembler banales, mais leur impact cumulatif sur la qualité de votre sommeil et, par extension, sur la qualité de votre vie éveillée est considérable. Un bon sommeil améliore votre humeur, votre patience, votre créativité, votre mémoire, votre santé physique, votre système immunitaire. Il vous rend littéralement une meilleure version de vous-même. Et il permet à vos rêves de s'épanouir pleinement, d'accomplir leur travail nocturne mystérieux mais essentiel. Alors ce soir, lorsque vous poserez votre tête sur l'oreiller et sentirez le sommeil vous envahir progressivement, vous pourrez le faire avec une appréciation nouvelle pour le voyage extraordinaire que vous vous apprêtez à entreprendre. Votre cerveau ne s'éteint pas, il entre dans un mode d'opération différent, tout aussi complexe et actif que l'éveil, mais dirigé vers l'intérieur plutôt que vers le monde externe. Vous traverserez plusieurs cycles de sommeil, chacun vous emmenant à travers différents paysages neurologiques. Vous plongerez dans le sommeil profond, cette phase où votre corps se répare et votre système immunitaire se renforce. Puis vous remonterez vers le sommeil paradoxal, et là, dans cet état étrange où votre corps repose paralysé tandis que votre esprit s'embrase, vous rêverez. Vous rêverez d'endroits impossibles
et de situations absurdes, de personnes que vous connaissez mêlées à des inconnus, du passé entrelacé avec le présent dans des combinaisons qui défient toute logique temporelle. Vous pourriez voler au-dessus de votre ville ou converser avec des animaux. Vous pourriez revivre des souvenirs transformés ou explorer des scénarios entièrement inventés. Vous pourriez ressentir de la joie intense ou de la peur panique, de l'émerveillement ou de la confusion. Et pendant tout ce temps, votre cerveau travaillera, triant vos expériences de la journée, consolidant ce qui mérite d'être retenu, atténuant les charges émotionnelles qui vous pèsent, simulant des scénarios qui pourraient vous préparer aux défis futurs, maintenant la plasticité et la flexibilité de vos réseaux neuronaux. Au réveil, vous ne vous souviendrez probablement que de fragments, si tant est que vous vous souveniez de quoi que ce soit. Mais que vous vous en souveniez ou non, le travail aura été fait. Votre cerveau émergera du sommeil un peu différent de ce qu'il était la veille, modelé par les processus nocturnes que nous avons explorés ensemble. Vous serez reposé, non pas simplement parce que votre corps est resté immobile pendant 8 heures, mais parce que votre cerveau a traversé ces cycles essentiels, accomplissant ses tâches de maintenance, de réorganisation, d'intégration. Et bien que vous ne puissiez pas consciemment percevoir ces changements subtils, ils s'accumulent nuit après nuit, tissant la continuité de votre mémoire, modelant votre personnalité, maintenant votre santé mentale et cognitive. Les rêves, ces visiteurs nocturnes étranges et familiers, restent en partie mystérieux, malgré toutes les avancées de la neuroscience. Et peut-être est-ce bien ainsi. Peut-être faut-il préserver un espace pour l'émerveillement, pour l'acceptation du mystère, même en cette ère de science avancée. Nous pouvons cartographier les circuits neuronaux, mesurer les neurotransmetteurs, identifier les régions cérébrales activées, et toutes ces connaissances enrichissent notre compréhension. Mais l'expérience subjective du rêve, cette qualité particulière de se trouver soudain dans un autre monde qui semble tout aussi réel que celui-ci jusqu'au moment où vous vous réveillez, cette expérience échappe en partie à la réduction scientifique. Elle appartient au domaine de la conscience phénoménale, ce fait irréductible qu'il y a quelque chose que cela fait d'être vous, de vivre à travers vos yeux, de ressentir à travers votre corps et votre esprit. Les rêves nous rappellent cette vérité profonde. Nous ne sommes pas simplement des corps biologiques, des machines de viande et d'électricité. Nous sommes des êtres d'expérience, des créatures de conscience, et cette conscience persiste même dans le sommeil, se transformant, se métamorphosant, explorant des territoires intérieurs qui nous sont propres. Chaque nuit, nous entreprenons un voyage unique, une odyssée personnelle à travers les paysages de notre esprit. Et bien que ce voyage se termine généralement dans l'oubli, il laisse des traces, façonne qui nous sommes, contribue à la richesse et à la complexité de notre vie mentale. Alors, prenez soin de votre sommeil. Accordez-lui le respect qu'il mérite. Ne le voyez pas comme une perte de temps, mais comme un investissement dans votre santé, votre bien-être, votre fonctionnement optimal. Et si vous vous réveillez un matin avec le souvenir vivace d'un rêve étrange et fascinant, prenez un moment pour l'apprécier, peut-être pour le noter, certainement pour vous émerveiller du fait que votre cerveau, ce réseau de près de 100 milliards de neurones, peut créer spontanément des mondes entiers, peupler des univers imaginaires, vous faire vivre des aventures impossibles, tout cela pendant que vous reposiez tranquillement dans votre lit. La science des rêves nous révèle que nous sommes tous, chaque nuit, des créateurs de mondes, des auteurs inconscients de récits fantastiques, des voyageurs dimensionnels explorant les profondeurs infinies de notre propre esprit.
Cette réalisation devrait nous remplir d'émerveillement et de gratitude pour la complexité extraordinaire de notre cerveau, pour la richesse de notre vie mentale, pour le mystère et la beauté de la conscience elle-même. Sur ce, chers auditeurs de Les Sciences Nocturnes, notre voyage dans le monde des rêves touche à sa fin. J'espère que cette exploration vous a fasciné, qu'elle a enrichi votre compréhension de ces expériences nocturnes qui nous accompagnent depuis toujours. Si cette vidéo vous a plu, si elle vous a appris quelque chose, si elle a éveillé votre curiosité ou votre émerveillement, n'hésitez pas à laisser un like, à la partager avec vos proches qui pourraient être intéressés, et bien sûr, à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun de nos prochains voyages dans les mystères de la science et de la nature. Laissez-moi également dans les commentaires vos propres expériences avec les rêves. Avez-vous déjà fait un rêve lucide? Avez-vous des rêves récurrents particuliers? Y a-t-il des questions sur les rêves que vous aimeriez que nous explorions plus en détail dans une future vidéo? En attendant, je vous souhaite de belles nuits de sommeil, riches en rêves fascinants et en repos réparateur. Que votre cerveau accomplisse son travail nocturne avec excellence, consolidant vos souvenirs précieux, apaisant vos émotions tourmentées, préparant votre esprit pour les défis et les joies de demain. Et si vous vous souvenez de vos rêves au réveil, accueillez-les avec bienveillance et curiosité, ces messages étranges venus des profondeurs de votre propre esprit. Bonne nuit et faites de beaux rêves.